Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et jusqu'à 13h, nous sommes avec Jean-Paul Briguelli, enseignant et essayiste français, qui avait publié, souvenez-vous, il y a quelques nombres d'années, cet ouvrage, La fabrique du crétin, et il fait une réédition cette fois de cet ouvrage qui avait énormément fait parler vers l'apocalypse scolaire, et le sous-titre aux éditions L'Archipel. Bonjour monsieur Briguelli. Bonjour. Alors il avait fait parler comment 150 000 exemplaires vendus, c'est en 2005. C'est en 2005. Alors précisons, c'est pas une réédition, c'est la suite. C'est comme dans Les Trois Mousquetaires, vous savez. 20 ans après. Tome 1, Les Ferrets de la Reine. Tome 2, La Vengeance de Milady. Ouais. Bon, et bien là, on est sur le tome 2, et dernier d'ailleurs, parce que les affaires sont closes après ça. C'est l'état présent et ultime d'ailleurs du système scolaire, porté à sa plus haute perfection. Alors justement, Jean-Paul Briguelli, parlons-en. Donc, je rappelle 45 ans d'enseignement, 45 ans d'éducation nationale. Vous racontez comment vous rendez votre tablier, mais après avoir fait tout ce que vous avez fait, et on va en parler vraiment, et c'est passionnant de dire ce que doit être l'enseignement, ce que vous avez fait, un certain nombre de vos collègues aussi. Je dirais que pour moi, c'est ça, les hussards noirs de la République, même s'ils ne sont pas habillés en noir. Mais la question que je voudrais vous poser, est-ce que depuis 15 ans, le crétinisme a augmenté de façon ou exponentielle ou géométrique ? Exponentielle, naturellement pas. Il a augmenté. On a actuellement sur les bancs de l'école la génération Z. C'est Z comme 0. Vous voyez, Mais c'est à ce point, vraiment ? Oui, c'est terrifiant. Mais qu'on soit bien d'accord, je le dis surtout à tous nos auditeurs qui trouvent que le niveau baisse, etc., 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 croyez-moi, ça a été pensé, ça a été voulu de très longue date, pas par des individus, mais par le système lui-même qui avait besoin de ce type d'école. Eh bien là, voilà. Pourquoi il avait besoin de ce type d'école ? Alors, je vous renvoie. Alors, vous avez d'un côté des preuves directes. Les preuves directes, c'est la conférence de Lisbonne en 2000, 99-2000, qui détermine qu'il faut 90% de gens à culture nulle et 10% de cadres. C'est écrit noir sur blanc. Comme ça, c'est écrit 90%, oui, il faut raconter. 90% de consommateurs. Consommateur, vous savez bien, est un mot qui commence mal, à tout point de vue. Certes. Et pour que ce soit énoncé en 2000, il fallait que ce soit sur les rails bien avant. Bien avant. Donc je suis remonté aussi loin que j'ai pu. L'apocalypse a commencé, c'est une apocalypse lente, ça se fait pas, c'est pas un tsunami. Ça a commencé 63-64. Sous De Gaulle. De Gaulle s'en fichait de l'école. De Gaulle pensait que ça avait continué comme dans sa jeunesse, quand il était dans des écoles privées religieuses dans l'Est de la France. Avec l'uniforme, etc. Voilà. Ouais. Lui s'occupait du régalien, etc. Pendant ce temps, il y avait des ministres. Alors, j'imagine que vous êtes allé au ministère de l'Éducation nationale, vous avez cet escalier avec toutes les photos des ministres, vous regardez, vous en connaissez une dizaine. Une dizaine, je vous assure. Les autres, vous dites, mais qui c'est ? Bon, ça n'a aucune importance. C'est pas le ministre qui commande, ce sont les bureaux. En l'occurrence... L'administration. L'administration. En l'occurrence, qu'on appelle la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. D'accord. Et en 63, qui dirigeait la DGESCO ? C'était un certain René Haby. Ça me rappelle, nous viendrons à bout de l'habit. Voilà. René Haby, qui était déjà l'homme lige de Giscard d'Estaing, qui venait d'entrer, ou qui allait entrer dans le gouvernement. Tout ça, c'est le bloc européen qui est dans le dos de De Gaulle. Je dis bien dans le dos de De Gaulle, puisque ce sont eux qui vont le faire basculer lors du référendum de 69. Ce sont des gens qui sont les continuateurs de Jean Monnet. Jean Monnet que De Gaulle traitait d'agent de la CIA, à peu de près. Il y en a d'autres. Bon. Et donc ce sont eux qui organisent ça. Ce sont eux qui organisent ça. Un truc tout simple. René Haby, à l'époque, donc, organise une commission, qui s'appelle la commission Rouchette, pour déterminer quel est le français que l'on doit apprendre à l'école.
C'est une question qui semble bizarre quand même. Hein. Vous ou moi, on a appris à l'école une langue qui était au fond une langue littéraire, parce que la langue française, même à l'oral, est une langue éminemment littéraire. Absolument. Bien, ils ont décidé que ce serait la langue orale telle qu'elle se parlait. L'ultime avatar de cette décision, ça a été il y a 3 ou 4 mois, lorsqu'un député En Marche, je ne sais vers où, a dit que l'exemple type de la langue française était Aya Nakamura. Voilà. On en est là. On en est là, c'est-à-dire que ils ont décidé que ça se passerait en structure et pas en diachronie. On apprenait la langue telle qu'elle avait été codifiée au XVIIe siècle par l'Académie française, etc. On est l'une des rares langues qui n'a quasiment pas bougé depuis 4 siècles. Bon, mais si, elle a beaucoup bougé depuis 30 ou 40 ans. Et là, ils se sont dit, allez, soyons basiques, quoi. Soyons basiques, mais pour quelle raison soyons basiques ? Parce que le peuple n'a pas besoin de parler un bon français. On s'en tape. Pour commander des plats chez Uber, il n'a pas besoin de parler français. Pour pédaler chez Uber, il n'a pas besoin non plus de parler français. En revanche, il y en a 10% qui fréquentent les bons établissements. Mettons sur Paris, il y a l'école alsacienne et Stan. L'école bilingue, etc. Voilà. Et quelques très grands lycées publics, dès qu'on touche à leurs privilèges, ils se mettent à hurler partout. Eux se reproduisent. Et je peux vous dire que des élites qui s'auto-reproduisent, il n'y a que dans ce domaine qu'on en voit. Hein. Je veux dire, la nature, elle produit des élites n'importe où. Oui, pas que dans ce domaine. Voilà. Enfin, je veux dire, ils pratiquent l'entre-soi, les Ménines de Velázquez. C'est l'entre-soi. Et le problème même, c'est que ce n'est plus une aristocratie, c'est une oligarchie. Et c'est tout à fait différent. On est actuellement en 1788, mais grâce aux médias, alors pas vous, mais grâce aux médias, ça va perdurer encore pendant un certain temps. Et donc, ce que vous dites, c'est que ce programme, en fait, c'est très intéressant, il faut rappeler ça, effectivement, et vous en parlez dans votre livre, Jean-Paul, dans vos livres d'ailleurs, Jean-Paul, sur la fabrique du crétin. C'est-à-dire, en fait, on l'a sciemment voulu en se disant, voilà, il y a une partie de la population, on n'a pas besoin de s'occuper d'elle, qu'elle arrive à manger et se fournir, effectivement, chez tel ou tel, ça suffit. Et puis l'élite, c'est nous, on va la fabriquer et l'auto-perpétuer. Et on va lui donner le RSA, le RMI, le salaire universel, un canapé, une télécommande et des pizzas surgelées. Et donc, à l'école, ça a été appliqué comment ça ? Et à l'école, ça a été appliqué au moment où le même René Haby se retrouve ministre de l'Éducation en 1974. D'accord. Et là, ils arrivent au pouvoir, ils y sont, et dans les mois qui suivent, ils sortent 2 décrets. 2 décrets qui se suivent à 3 mois d'intervalle. Le premier, c'est ce qu'on appelle le collège unique. C'est-à-dire que tous les enfants, quel que soit leur niveau, se retrouvent tous ensemble en 6e. Et 3 mois plus tard, le rapprochement des immigrés et de leurs familles. Regroupement familial. Oui. Ce que l'on a fabriqués, ce sont des classes dont le niveau allait forcément baisser, puisqu'on allait y intégrer, enfin, c'est pas du tout de leur faute, qu'on soit bien clair, on allait y intégrer des gosses qui ne parlaient presque pas français. C'est ça. Et on s'aligne sur le plus malhabile, vous le dites dans votre livre. On s'aligne forcément, sinon on le largue immédiatement. Si un certain nombre d'élèves n'arrivent pas à sauter, on baisse la corde. En quelque sorte. Et on a fait ça en permanence. Alors, je le dis aux parents, aux grands-parents, vous êtes réjouis lorsque votre enfant, l'année dernière ou l'année d'avant, a eu le bac. C'est pas terrible quand même d'avoir eu le bac là, 98,5%. Même Poutine n'a pas osé, vous voyez, avoir un score pareil. Et, et puis on leur dit aux enseignants, haussez la note. On a des consignes absolues pour ne mettre aucune note en dessous de 8 et pour remonter les moyennes en commission au moment du bac. Voilà. Consignes officielles. Ce sont des consignes tout à fait officielles. Elles étaient officieuses vers la fin des années 90. Elles sont officielles depuis plusieurs années maintenant. On compare les résultats des différents centres d'examen et on s'aligne sur celui qui note le mieux. Et comme chacun tient à être celui qui note le mieux, vous savez, il y a quand même beaucoup de lèche-cul dans ce domaine. Comme dans d'autres. Tout le monde dit, dans mon centre, 15 de moyenne, tant de mentions très bien, etc. Je vous le dis en vérité, les mentions très bien d'aujourd'hui ne valent rien. On le sait parce qu'on les voit arriver en classe prépa scientifique, par exemple. Ils avaient 21 sur 20
de moyenne, si, je vous assure. C'est vrai, ça existe. Hein, on peut avoir le bac avec plus de 20 de moyenne. Mais on a que des génies. On se retrouve juste, c'est lumineux ce que vous racontez, Jean-Paul Cribelli. On se retrouve après une petite pause. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 45 ans d'enseignement, 4500 élèves, c'est Jean-Paul Briguelli. Le nouveau tome, le tome 2, en fait, de La Fabrique du Crétin, qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Et effectivement, beaucoup de choses. Et on a commencé à parler de la manière dont ce système s'est mis en place. C'est intéressant parce que on ne comprend rien. C'est comme pour la guerre, c'est comme pour le reste, si on ne remet pas en perspective les choses. Et Jean-Paul Briguelli, vous dites que, au fond, les politiques, dans leur souci d'araser tout ça, de banaliser, d'aseptiser, de sous-vider, ont rencontré les pédagogues, ont formé les pédagogues. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les libéraux, néolibéraux qui investissent le champ politique au milieu des années 70, hein, en gros, entre les deux chocs pétroliers, peu de choses près, avaient besoin d'auxiliaires pédagogiques. Ils ont donc trouvé des libertaires dans le bloc qui arrivait de gauche, les jeunesses ouvrières chrétiennes, etc. 68 ardes un peu que des 68 ards, des vrais. Il n'y a pas plus collabo que les 68 ards, en fait. Hein, et qui leur ont fourni les armes pédagogiques pour arriver à leur fin. Comment ça marche, les armes pédagogiques? Eh bien, l'enseignement tel que nous l'avons connu, André Berkoff, c'était un enseignement vertical. On se taisait, quand on se taisait pas d'ailleurs, on en prenait sur le bout des doigts, et on recevait un enseignement. Terminé. Maintenant, ça se passe de façon horizontale, on discute ensemble, et c'est à l'élève de construire ses propres savoirs. L'enfant roi. Réforme Jospin, 1989. Pareil, lorsqu'on sort une loi, c'est que les conditions sont déjà en place pour que cette loi fonctionne. Bon, qu'est-ce que ça veut dire construisent leur propre savoir? Ils sont alignés sur le modèle de Pascal Blaise. Hein. À 8 ans, il avait retrouvé tout seul les 12 premiers principes d'Euclide, pas moi ni vous d'ailleurs. Hein. Donc ils se sont dit, tous les petits-enfants peuvent faire la même chose. Tous sont Mozart, tous sont des génies. Tous sont Mozart, tous sont des génies. Alors, comme ça marche pas quand même, hein, on a tout descendu, de façon à ce qu'ils soient Mozart de la racaille, en quelque sorte, de façon à ce qu'ils soient des génies par le bas. En même temps, on a modifié les programmes de façon à ce que les parents, salauds de parents, ne puissent plus aider les enfants. Sauf, bien sûr, ceux qui sont dans les bonnes écoles, dont le Figaro vient de dresser la liste il y a 2 jours, là. Et alors là, on est dans l'entre-soi général. D'ailleurs, vous savez très bien qu'on est intelligent à partir du moment où on habite dans un endroit à 13 000 € le mètre carré. Voilà, c'est une règle sociale. C'est la moindre des choses. Oui. Les pédagogues, donc, ont créé les conditions, et puis surtout, ils ont inventé un système de formation des maîtres qui s'est installé à partir de 1991, toujours Jospin au pouvoir. Les IEFM, les SP, les NSPE, ce sont les mêmes qui sont en permanence et dont l'idée générale est d'empêcher véritablement une transmission des savoirs. Il s'agit de faire éclore les compétences. Et le jeu entre compétences... Mais le savoir n'a plus lieu d'être, la transmission. D'ailleurs, à côté de savoir, maintenant, on met des mots. Il y a savoir-faire, il y a savoir-être, etc. Vous savez, c'est un peu comme l'amour. Quand on vous dit « je t'aime », bon, ça va, c'est bien. Si on vous dit « je t'aime bien »,« je t'aime beaucoup »,« je t'aime à la folie », c'est beaucoup moins satisfaisant. Eh bien, le savoir-être, c'est effectivement beaucoup moins satisfaisant que le savoir tout court. Parce que immédiatement, c'est au passage d'ailleurs, c'est dans le style collusion droite-gauche, les compétences, c'est Fillon, ministre de l'Éducation, qui les a mises en place. Hein. C'est-à-dire, les nullités parlent de nullités. Là, il faut être bien clair. Bon, le système avait trouvé Fillon, il est assez content, et puis c'était pas assez, ils ont trouvé Vallaud-Belkacem par la suite. Alors là, le cataclysme était final. Et juste, qu'est-ce que vous dites de Blanquer, là, en un mot? Alors Blanquer, le malheureux, c'est Jekyll et Hyde, Blanquer. C'est-à-dire, d'un côté, il a de bonnes intentions. Par exemple, il distribue les fables de La Fontaine aux élèves qui sortent de CM2.
Il dédouble les classes de CP de façon à ce que... Mais il n'arrive pas à imposer, sauf sur Paris, où ça a été expérimenté en grand, une méthode alpha-syllabique pour apprendre à lire et écrire. La responsable du SNUIPP, le principal syndicat de professeurs des écoles, dit il fait du caporalisme, etc. Espèce d'imbécile. C'est la seule méthode qui marche véritablement avec ceux qui n'ont pas de background culturel chez eux. Ouais. Voilà. C'est fou. Jean-Paul Brigelli, en tout cas, on va revenir là-dessus, en tout cas, dans les mois et dans les semaines à venir avec vous, parce que l'école, c'est fondamental, et ne pas comprendre qu'il faut remettre ça sur sa tête, comme Marx avait remis Hegel sur la tête, sans comparaison. C'est très, très, très important, mais lisez La Fabrique du crétin, qui vient de paraître, parce que l'apocalypse scolaire, elle est déjà là. Et si vous voulez savoir où vont vos enfants, comment ne rien apprendre, ne rien savoir, et comment il faut lutter contre ça, lisez ce livre. Je voudrais vous dire que pendant une semaine, on va avec celui qui fait l'émission avec moi, ceux qui font l'émission avec moi, avec Augustin Moriot, avec Thibaut Sadler. On va prendre une semaine de vacances, on va revenir un peu fort, parce que, comme vous le savez, dans une semaine, il est les présidentielles, suivies par les législatives. Et juste, vous voyez, il y a une eau minérale qui vient de sortir. Regardez, c'est écrit « Voter ». Voter. Pour une fois, écoutez, c'est un mot d'ordre. Je sais que je déteste les mots d'ordre, mais celui-là, il est bien. Car, je vous le répète, je vous ne dirai jamais assez, abstention plus que jamais, piège à con. Je sais à titre personnel, mais je vous le dis. Voilà, et on se retrouve le 4 avril, et il y aura mon ami Jean-Paul David qui va me remplacer brillamment. Philippe David. Philippe David, pourquoi Sinon, il est Jean-Paul coiffeur, David? en plus, il n'a pas de cheveux, Philippe. Donc. Et donc, votre merci livre, je à le Jean-Paul rappelle, Brigelli. La Fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire. Et puis, on va passer de la Fabrique du crétin à la fabrique des héroïnes de l'histoire avec Marie-Laure Buisson.